Bonjour chers élèves, vous devez conduire une recherche historique et vous devez partir à la recherche d'informations pertinentes, mais vous ne savez pas trop bien encore comment faire ou en quoi consiste la pertinence, vous la confondez avec la fiabilité. Alors comment faire? Je vais vous le présenter pour que vous arrêtiez de chercher comme ce pauvre Gus qui à l'infini essaye désespérément de trouver une info. Alors, la pertinence, en quoi ça consiste? Ici, vous avez un schéma qui vous le présente. Alors, pour déterminer si une information est pertinente, il faut bien se dire qu'elle est intéressante, mais uniquement par rapport à une question ou à une hypothèse de recherche. Par conséquent, la première chose à faire pour faire de la critique de pertinence, c'est de vérifier et de relire la question ou l'hypothèse de recherche au départ. D'où est-ce que l'on part? Quel est le point de vue que l'on prend si l'on ne prend pas la peine de bien lire la question de recherche, de bien considérer les éléments qui la constituent? Eh bien, on ne pourra pas déterminer si une information est pertinente ou non. Pour rappel, dans une question de recherche ou une hypothèse de recherche, on va retrouver un thème, une époque et un lieu. Les profs d'histoire les appellent parfois différemment, mais dans l'essentiel, c'est ceci, le T, le E et le L, le TEL, le thème, l'époque et le lieu. Alors, dans le thème, vous pouvez répondre à deux questions que l'on se pose, deux questions très concrètes pour l'historien. Qui et quoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui fait quelque chose. Le quelqu'un, ça peut également être un État, un gouvernement, une institution, un pays. C'est pas nécessairement juste un gus, hein, ou une bonne femme. Ça peut être plus, ça peut être une organisation. Mais en histoire, on cherche des individus ou des institutions qui ont fait quelque chose, qui ont fait des actions, hein. Par rapport à l'époque, on se pose la question de quand, hein, parce que un même individu peut faire plusieurs actions ou plusieurs fois la même action, mais parfois il faut se demander quand a-t-il fait celle que l'on recherche. Et enfin, on se demande où, hein, parce que par exemple, on peut avoir plusieurs royaumes, mais c'est pas tout de parler d'un royaume, il faut savoir dans quel royaume on se situe, par exemple, hein, dans quel lieu on se trouve. Ces questions fondamentales, ces questions basiques, hein, sont vraiment la base, les ingrédients fondamentaux de la critique de pertinence. Alors, par rapport au thème, il faut savoir qu'un individu et des actions qui ont été faites par ces individus peuvent être mises en lien avec d'autres informations, hein. Alors ici, j'ai dessiné un petit bonhomme avec une couronne et une épée, mais si l'on considère par exemple la personnalité de Mozart, qui n'est pas un roi mais qui était un musicien, et donc qui ne faisait pas la guerre mais qui écrivait des symphonies, eh bien Mozart peut être mis en relation avec d'autres personnes de son époque, d'autres personnalités de son époque, et ses activités musicales peuvent être mises en relation avec d'autres choses, hein. Donc, mais toujours pertinent. C'est-à-dire que si on parle de Mozart, ça peut être intéressant ou pertinent de parler à un moment donné de sa femme, de ses rivaux, de ses mécènes, mais il faut rester dans l'orbite, hein, du personnage principal que l'on considère et de l'action qu'il a faite. Alors, quand on considère une période, une époque, on considère donc une fourchette chronologique, c'est-à-dire une période entre deux moments, entre deux dates, une période envisagée, hein. Et parfois, on peut trouver un document qui nous parle de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après, ou alors parler d'un document qui nous parle d'une période trop restreinte. Je vais un peu effacer ici. Voilà, donc par exemple, si je veux faire une recherche sur la guerre de 100 ans, typiquement, voilà, ça commence en 1337, ça se prolonge jusqu'en 1453. Si j'ai tout d'un coup un livre qui ne me parle que de Jeanne d'Arc, eh bien, ce serait trop restreint parce que l'action militaire de Jeanne d'Arc, pour action militaire s'il y en a eu, elle a eu lieu en 1429-1431 et c'est trop court, hein. C'est beaucoup plus court que la période envisagée. Maintenant, si on me parle des querelles entre les rois de France et les rois d'Angleterre au temps du roi Richard Cœur de Lion, c'était avant. Et si on me parle des rapports entre François Ier et Henri VIII, c'était après. Donc on n'est plus dans la période envisagée. Ça peut encore parfois être pertinent dans la mesure où ça permet de donner des éléments de contexte, hein. Comment, par exemple, Henri VIII, eh bien, il a eu des rapports conflictuels avec François Ier parce qu'il a gardé la ville de Calais, hein, qui est l'un des derniers bastions anglais en France après la guerre de Cent Ans. Mais voilà, ça va vraiment devenir épisodique en fait, hein. Donc il faut bien faire attention à la fourchette chronologique
que l'on considère si on ne la dépasse pas ou si on l'envisage pas de manière trop restreinte quand on fait de la critique de pertinence. Donc bien regarder quelle est la fourchette chronologique considérée dans la question de recherche ou l'hypothèse de recherche. Hein. Troisième chose, et c'est la même logique pour l'espace géographique, si vous considérez un espace géographique comme par exemple les États-Unis et que vous avez tout d'un coup un livre ou un document qui ne vous parle que de la Floride, vous allez dire c'est bien beau, mais moi c'est pas seulement juste la Floride qui m'intéresse, c'est l'ensemble des États-Unis. Ou alors si vous avez un document qui vous parle de l'histoire de toute l'Amérique du Nord en incluant le Canada et le Mexique, voire de toute l'Amérique en incluant l'Amérique centrale et l'Amérique latine, vous allez dire oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est les États-Unis. Et là, l'espace est trop vaste. Alors oui, ça va être en partie pertinent parce qu'on parle des États-Unis dans cet espace-là, mais ça dépasse le cadre de mon intérêt parce que ma question de recherche, elle doit être délimitée en fonction de ce qui est écrit dedans. Hein. Alors, une fois qu'on a bien délimité dans la question de recherche de qui on parlait, de quoi on parlait, de quand ça se passait et d'où ça se passait, eh bien on peut aller chercher à ce moment-là dans les documents. Et le premier réflexe d'un élève, souvent, c'est d'aller directement dans le document et de zapper un peu l'étape de la lecture de la question de recherche. C'est pourtant essentiel et primordial. Il ne faut pas hésiter à prendre 3 bonnes minutes, voire 5 bonnes minutes, hein, pour décortiquer et vous faire, à côté de la question de recherche, écrire qui, quoi, quand, où, et répondre dedans en disant, ok, dans ma question de recherche, ça c'est le qui, ça c'est le quoi, ça c'est le quand, ça c'est le où, maintenant c'est donc ça que je recherche. Et alors on peut passer au document. Et dans les documents, si le thème, si l'époque et le lieu du document correspondent au thème, à l'époque et au lieu de ma question de recherche, s'il y a correspondance, si ça match, comme on dit, eh bien alors c'est pertinent. Et notez bien toutefois que les documents fonctionnent en réseau, c'est-à-dire que parfois vous avez un document, vous dites à première vue, bah ça m'a pas l'air tout à fait très pertinent, hein. Et puis en fait on se rend compte par la suite, ah mais c'était pertinent. Si vous avez une recherche sur la construction européenne et que vous trouvez un document qui parle de Robert Schuman et que en bon bruxellois vous dites, bah Robert Schuman, je sais pas, moi c'est un arrêt de métro, hein. Schuman c'est un arrêt de métro, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Puis plus tard, dans un autre document, vous voyez qu'en fait Robert Schuman, c'est l'un des acteurs de la construction européenne. Vous allez peut-être vous dire, ah, c'est pour ça que l'arrêt de métro Schuman, il est en dessous du Parlement européen. Voilà, oui. Hein. Donc il faut faire des liens entre les différentes choses. Et quelque chose qui peut ne pas avoir l'air pertinent au début peut l'être plus tard dans une enquête. Donc quand on fait une enquête, on avance d'un pas et on recule toujours d'un autre pas pour vérifier qu'on n'ait pas raté quelque chose derrière. Il faut toujours pouvoir revenir sur ses pas, revenir sur ses raisonnements. Voilà pourquoi la critique de pertinence mobilise de la logique, hein, pour voir si les choses correspondent, mais aussi des connaissances. Parce que parfois, comme pour l'exemple de Robert Schuman, bah, faut se dire, ah oui, en fait, je ne savais pas qu'il était un des acteurs de l'Union européenne. Ou imaginez tout d'un coup, on vous parle de Salieri, vous dites, mais c'est qui Salieri? Je reviens alors à mon exemple avec Mozart. Salieri, hein, c'est une des personnes qui était en rivalité avec Mozart à la cour autrichienne pour la musique, par exemple. Hein. Et puis aussi de la précision. Pourquoi de la précision? Parce que, à nouveau, il faut bien faire attention dans quelle fourchette chronologique vous vous situez et dans quel espace géographique vous vous situez. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas se perdre. Attention, notez bien, hein, dernier rappel d'usage ici, on ne dit pas d'un document qu'il est impertinent. On ne dit jamais d'un document qu'il est impertinent. Ce sont les individus qui sont impertinents. Hein. Quelqu'un, parce que quelque chose n'est jamais impertinent, mais quelqu'un est impertinent quand il manque de manière, quand il est impoli, quand il est grossier, quand il parle mal. Hein. Donc, quand un document n'est pas pertinent, quand par exemple le thème, je vais changer la couleur de mon stiff, quand le thème, l'époque et le lieu ne correspondent pas, hein, et vous dites, bon, bah, il n'y a rien qui colle, vous ne dites pas qu'il est impertinent, vous dites qu'il est hors sujet ou non pertinent. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à la question de recherche. Donc ça, ce sont vraiment les fondements de la critique de pertinence qu'il faut bien maîtriser pour la suite.